Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. La décision du président Moïse de publier la liste des subventions accordées dans le journal officiel Le Moniteur est un coup politique, estime l'économiste Kessner Farrell. La plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA, dénonce la loi sur la diffamation. La Confédération nationale des vaudouisants haïtiens déplore la mise à l'écart du secteur vaudou lors des consultations politiques menées par le Premier ministre. La décision du président Moïse de publier dans le Moniteur le détail des subventions accordées par les divers organismes de l'État est minimisée par l'économiste Kessner Farrell, qui estime qu'il s'agit là d'un coup politique avant tout destiné aux parlementaires. Il prévoit que son impact sur les finances publiques sera limité. Kessner Farrell réclame pour sa part plus de transparence concernant les passations de marchés publics. La plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA, estime que le vote de la loi sur la diffamation porte atteinte à la liberté d'expression garantie par la Constitution de 1987. En conférence de presse conjointe avec l'organisation Racine Campepla, ce vendredi, le PAPDA a rejeté d'un revers de main le vote de cette loi par les sénateurs, l'estimant répressive et rétrograde. La Confédération nationale des vaudouisants haïtiens déplore la mise à l'écart du secteur vaudou lors des consultations politiques menées par le Premier ministre. En conférence de presse ce vendredi, le responsable des affaires politiques et juridiques de la Confédération a toutefois salué la ratification de la politique générale du Dr Jacky Lafontan. Alix Compa souhaite que le chef du gouvernement travaille en vue de répondre aux attentes de la population. Par ailleurs, cette même conférence nationale des vaudouisants a vertement critiqué le gouvernement qui n'a pas invité les vaudouisants dans les préparatifs des funérailles collectives des victimes de l'accident au Gonaïves. Le plus révoltant, selon l'ATI national, c'est que la cérémonie a été célébrée par des représentants catholiques et protestants. Pour Joseph Fritzner Coma, ceci est une insulte pour le secteur vaudou. Ensemble, n'a déraciné tuberculose. C'est sous ce thème qu'a été célébrée la Journée mondiale de la tuberculose ce vendredi. La tuberculose continue de faire des victimes en Haïti en 2017. C'est en ces termes que le directeur général du ministère de la Santé, le docteur Gabriel Timothée, a ouvert les célébrations. Durant une année, des spécialistes et représentants du ministère se sont penchés sur cette maladie qui continue de faire des ravages en Haïti. À l'occasion de la célébration ce vendredi de la Journée mondiale de la tuberculose, le ministère de la Santé publique a organisé une session de travail pour passer en revue les activités entreprises pour lutter ou prévenir de cette maladie. Sous la direction du docteur Jocelyne Pierre-Louis, cette journée autour de la prévention regroupant différents acteurs de la santé publique a permis de tirer un premier bilan sanitaire. Oui, la tuberculose tue encore en Haïti, comme le confirme le docteur Gabriel Timothée, directeur général du MSPP. En 2017,
cap mourir de tuberculose, c'est pas cap compliqué. Mais il y a une possibilité quand même pour la majorité des gens qui ont tuberculose pour placer ce traitement. Il a si on a des cas qui sont compliqués, par des cas d'hémorragie, par des cas de congestion pulmonaire, mais c'est taux de gens qui mourent de la tuberculose là, il baisse en pile dans Haïti. Malgré de nombreux efforts entrepris, les chiffres restent alarmants. Un patient atteint de VIH a 5 fois plus de risques de contracter la tuberculose, d'où un effort axé sur la prévention et la sensibilisation contre cette maladie auprès du public. Selon certains chiffres avancés par les Nations Unies, plus de 10 000 personnes se trouveraient dans ce cas présent. C'est une possibilité pour tester les gens pour VIH parce que gagner, ça les co-infections. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont VIH, qui ont tuberculose, mais il y a des gens qui ont tuberculose qui ont VIH. Donc, il faut combattre deux maladies en même temps parce que tuberculose, c'est une infection opportuniste. Il y a des gens qui font VIH là, et si tu ne pas traiter tuberculose là, il y a des VIH, et si tu ne pas traiter VIH là, il y a des tuberculose qui compromettent la vie de là, diminuer la qualité de vie et ça peut causer mort là rapidement. La tuberculose est une maladie qui se soigne. Encore faut-il que le traitement soit accessible et gratuit pour l'ensemble des malades. Que ce soit dans les bidonvilles ou les sections rurales, un dépistage à grande échelle s'avère nécessaire malgré les faibles ressources dont bénéficie l'institution. Espérons qu'en 2018, les chiffres seront revus à la baisse, en sachant qu'Haïti a le taux de mortalité le plus élevé d'Amérique latine lié à la tuberculose et que le pays a les taux d'incidence et de prévalence les plus élevés dans la région Amérique latine et Caraïbes. L'organisation ActionAid recommande au gouvernement de renforcer la capacité des organisations locales à lutter contre les inégalités fondées sur le genre dans le pays. Ce vendredi, l'ONG a présenté à la presse 2 documents officiels portant sur les inégalités de genre et sur les conséquences du cyclone Matthew 6 mois après. Ces documents, qui constituent des compilations, résultent de l'expérience des femmes d'autres pays. Écoutons les précisions de Joseph Wendy Alliance, officier de plaidoyer à ActionAid. Au niveau institutionnel, pourquoi vraiment gagner en place des mécanismes institutionnels avec politique pour permettre que nous vraiment arriver à atteindre l'objectif de développement durable. Bon côté, comme ça a ressorti en et focus group, en ça, famille dit même, c'est supporter, renforcer les capacités organisation locale dans le niveau communauté. C'est vrai que et puis pour nous effectivement traduire et type de support ça en dans politique publique au niveau national pour que le changement au moins au niveau visible changement capable de commencer parce qu'effectivement il n'y a pas de changement là il y a plusieurs aspects qui sont les aspects visibles mais aussi aspect mentalité qui sont le pouvoir invisible qui peut difficile de changer mais déjà si type d'action sera capable de traduire dans la politique publique, c'est déjà on groupe en supporter l'organisation famille, supporter l'organisation locale, effectivement, dans ça les activités génératrices de revenus qui sont dans la communauté au Québec que nous sommes capables vraiment développer et des moyens durables pour être capable de vivre, c'est déjà un bon aspect. L'organisation Voix et Cœur d'Haïti a lancé jeudi la 2e édition du concours de débat interuniversitaire autour du thème « Je suis le président d'Haïti ». Ce concours à caractère éducatif, auquel participent environ une dizaine de facultés, doit s'étendre sur 2 mois. Lors du premier match, l'Académie nationale diplomatique et consulaire a affronté l'Université Notre-Dame d'Haïti. Écoutons tour à tour les explications du coordonnateur et de la coordinatrice du concours, Stevens Gabriel et Patricia Jasmin. C'est la 2e édition, alors nous aimerions que vous soyez au courant qu'il y a des universitaires qui passent pour le pays et c'est dans cette optique que nous avons opté pour le concours, c'est dans cette optique que nous avons également choisi différentes facultés pour représenter des jeunes qui peuvent traiter sur différents débats. Et cette année, il y aura environ 8 universités qui auront à s'affronter autour de différentes thématiques qui touchent à la vie de l'État, même à la vie de la société. Alors disons, le thème de ce concours, c'est la voix de l'intellectualité dans une politique haïtienne en pleine débâcle. C'est pour nous l'occasion, le secteur universitaire, de justifier que nous, les jeunes,
nous pouvons faire autre chose. 2, étudiants ont bien pour affronter sur des thèmes tels que la santé, l'éducation et industrie, environnement, et il y a bien un jury qui est composé de professeurs et de professionnels qui a bien pour évaluer performance étudiants sur environ 5 critères, qui c'est élaboration, qui c'est technicité, qui c'est éloquence, qui c'est protocole, et puis le tac au tac. Tac au tac, c'est côté deux débatteurs pour répondre des questions de manière spontanée l'un avec l'autre. Et à partir de là, il a déterminé qui est-ce qui gagne chaque match, et il a bien environ 15 matchs en concours là, 12 matchs de premier tour, et puis après il y a bien 2 semi-finales, et puis après il y a bien finale. Les dispositions de la mairie de Port-au-Prince relatives à la préservation des zones environnantes du stade Silvio Cator, des facultés de médecine et de droit, ne sont pas suivies par les concernés. Plus de 3 jours après la sortie de la note, qui fait obligation à tous les occupants de libérer la voie publique allant de la rue Oswald-Durand jusqu'au portail Léogane, n'a pas eu l'effet souhaité. Interrogés sur les raisons de leur présence, les contrevenants conditionnent leur déplacement à un nouvel emplacement pour écouler leurs produits. Éloge Millefort nous en parle. « 72 heures, c'est le délai qui a été accordé par la mairie de Port-au-Prince aux occupants des artères se trouvant entre la rue Oswald-Durand et portail Léogane pour vider les lieux. Cependant, force est de constater que ce délai est écoulé et que rien n'a changé. Des marchands de toutes catégories continuent en effet d'étaler leurs produits sur les trottoirs. Quelques-uns des contrevenants expliquent. Chaque fois, je toujours été parce que je ne vais pas de l'autre côté pour m'aller. Ça veut dire que je suis d'accord pour lever nous, mais il faut que je lève nous, il faut que je sois de l'autre côté. Je suis sur le trottoir, je fais un bagage qui est mal, je cherche la vie, manger. Aussitôt que je vais de côté pour nous aller, nous pouvons nous déplacer. En cas de besoin pour nous pour quitter la rue, parce qu'il n'est pas bon dans la rue vraiment. Les explications de cette catégorie de marchands de la rue Oswald-Durand, composée notamment des détaillants de produits cosmétiques, de fruits et légumes, de bijoux ou encore de laveurs de voitures, sont les mêmes que celles de leurs collègues qui vendent de la nourriture. Et ils se disent même prêts à risquer leur vie pour défendre leur commerce, au cas où ils devraient faire face à une intervention des agents municipaux. L'elvin, moi-même, je couché sur le commerce là, il a fait ça, il a fait avec nous parce que je ne peux pas accepter pour lever le commerce parce que si je marche de ça, il n'est pas pour moi le cob là, c'est comme banquier. Je me résigne, quel que soit ça qui vient, c'est pour moi. Ouais, ça m'a fait là, carrément m'a crasé et pendant temps là, Jérémy dans Léon, c'est ça m'a fait là pour manger carrément. Jusqu'à présent, je commence à ranger et pour l'action, je beaucoup qu'à couvrir toujours. Également, poids des difficultés économiques pour répondre aux besoins de leurs familles respectives. Ces petits commerçants qui font des photocopies et dont la principale zone d'activité est proche de la faculté de droit et des sciences économiques ont un point de vue différent de la situation. Pour eux, la décision de la mairie de Port-au-Prince d'expulser les occupants de la rue Oswald-Durand est certes logique, mais qu'elle devrait concerner les marchands au premier chef. Par contre, si eux-mêmes ils peuvent rentrer dans la compassion pour les copies, mais après ça, l'autre monde même, c'est pas saleté à faire. Des bagages comme ça, mettez vieux bout de tapis, vieux bout de carton, nous n'avons fait pas saleté. Qu'elle soit justifiée ou pas, la présence de petits vendeurs sur les trottoirs ne plaît pas aux usagers de la voie publique. Questionné sur ce sujet, ces derniers saluent la décision de l'administration communale dirigée par Yuri Chevry. Néanmoins, ils souhaitent que des mesures soient prises pour encadrer les concernés. Les nuits, parce que les gens dans la rue, ou même cap circuler, qui a à pied, donc il y a un problème, parce que pas qu'à marcher dans la rue, la machine risque de frapper. Oui, il va venir de côté, mais premièrement, l'État pour faire travail, il faut l'État commencer d'abord. Si l'État va commencer à la fin. La décision de la mairie de Port-au-Prince de libérer la rue Oswald-Durand des marchands informels fait suite à celle prise il y a un mois concernant l'aire du Champ de Mars. Si au niveau de la plus grande place publique du pays, le commerce s'en est allé pour faire place aux détritus, qu'adviendra-t-il de la rue Oswald-Durand lorsque ses occupants auront vidé les lieux? La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.